Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3677 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce samedi 6 juin, avec des anniversaires. Et on commence aujourd'hui avec l'arrière gauche de Manchester City. Il s'agit de Ryan Aït-Nouri. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On lui souhaite un bon anniversaire également. À tous les autres joueurs là sur cette liste, à noter aussi un coach que tout le monde connaît. Il s'agit de Roberto De Zerbi, le coach italien, le coach de Tottenham, ancien coach de l'OM. Il fête aujourd'hui ses 47 ans en ce 6 juin. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde. On en parle quasiment tous les jours maintenant depuis 3-4 semaines. Et voilà, beaucoup d'infos encore sur le mondial qui commence dans 5 jours, les gars. Et je vais vous montrer le calendrier de tous les matchs de poule. Et vous allez voir que pour les horaires, c'est que c'est pas fou. C'est que si tu regardes vraiment de près, l'horaire des matchs, c'est pas fou. Donc déjà, ça commence jeudi prochain. Donc là, c'est les horaires françaises. Voilà, donc 21h donc la semaine prochaine, donc il sera 15h au Mexique, donc Mexique, Afrique du Sud, mais en Europe il sera 21h. Donc un match, donc le vendredi, donc déjà dans la nuit de jeudi à vendredi, donc il y aura ce Corée du Sud et République tchèque à 4h du matin. Je pense que personne ne regardera, parce que déjà c'est à 4h, puis surtout les deux équipes, bon, à part ça des supporters sud-coréens ou tchèques, mais bon, on pense que ce match-là on le verra pas, on regardera plutôt le résultat le lendemain. Donc Canada, c'est Bosnie, le vendredi. Ensuite, donc le samedi, dans une semaine jour pour jour, donc il y aura États-Unis, Paraguay à 3h du matin. Et le soir, ce sera le Qatar contre la Suisse, le samedi soir, samedi prochain. Dans la nuit du samedi à dimanche prochain, donc là, une belle rencontre à minuit. Là, je pense que beaucoup vont le regarder, ce Brésil-Maroc. Ça va commencer à minuit. Et après, on peut voir toutes les rencontres. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, le dimanche prochain, le soir, donc il y aura par exemple un Allemagne-Curaçao à 19h et un Pays-Bas-Japon 22h. Le lundi, donc la Côte d'Ivoire contre l'Équateur sera 1h du matin. Donc l'Espagne rentrera en lice à 18h. Alors, ça, c'est pas mal comme horaire. Contre le Cap-Vert, et le soir sera la sélection belge contre l'Égypte. Concernant le mardi, donc une rencontre à 21h, l'équipe de France contre le Sénégal, parce que sinon, il y aurait eu deux matchs avant, donc Arabie Saoudite-Uruguay à minuit. Et Iran-Nouvelle-Zélande à 3h du matin. Le mercredi aussi avec cette Argentine-Algérie. Donc là, on sera dans la nuit de mardi à mercredi, 3h du matin. C'est vrai que ça, c'est des matchs que j'ai envie de regarder. Moi, après, il faut quand même se lever pour suivre cette rencontre qui a lieu en pleine nuit. Donc 19h, il y aura le Portugal contre la RDC ou l'Angleterre contre la Croatie. Et après, ça continue bien sûr. Regardez, donc en gros, à peu près chaque jour, donc il y aura pratiquement un ou voire deux matchs le soir. Et sinon, un ou deux matchs également la nuit. Donc là, deux matchs la nuit et deux matchs le soir, on va dire 18h et 21h. Donc là, seulement un match le soir, États-Unis-Australie. Donc là, le samedi 20, le Maroc encore minuit, il joue face à l'Écosse. Le dimanche 21, le programme avec le Belgique-Iran pour clôturer l'Espagne contre l'Arabie Saoudite. Le lundi 22, deuxième match de l'équipe de France contre l'Irak, ça sera 23h. Coup d'envoi cette rencontre. Le lendemain, il y aura la Norvège contre le Sénégal à 2h du matin. L'Angleterre contre le Ghana le mardi 23 juin. Le mercredi 24, donc là, ça sera les derniers matchs des deuxièmes journées en gros. Et après, on va basculer sur toutes les rencontres, vu que ça sera les troisièmes et derniers matchs de poule. Donc ça sera surtout les matchs en même temps pour éviter tout complot, tout ça. Donc les matchs en même temps du groupe A, donc Suisse, Canada et Bosnie, Qatar. Voilà, donc minuit, 3h, 22h, en gros, ça sera deux matchs en même temps, des mêmes poules tout simplement. Donc le vendredi, par exemple avec le Norvège-France et le Sénégal-Irak, donc le vendredi 26. Le samedi 27 aussi, 2h, 5h, 23h. Et le dimanche 28, 1h30 du matin avec le Colombie-Portugal et le RDC-Ouzbékistan. Et pour finir, ce sera le dimanche 28, l'Algérie, Autriche et Jordanie-Argentine. Et après, après tous les matchs auront été joués, des phases de poule. Bon, du 11 au 28, il y aura quand même 17 jours d'affilée où il y aura du football. Voilà, ça sera la Coupe du Monde, on va essayer de parler. Moi sur ma chaîne YouTube, j'essaie de parler le maximum, pratiquement tous les matchs je parlerai. Mais voilà, concernant les horaires, on peut voir quand même que oui, on pourra voir certainement beaucoup de matchs, mais il y en a beaucoup quand même qu'on va louper parce qu'ils seront en pleine nuit, à part si bien sûr on se lève en pleine nuit, mais bon, c'est comme ça, donc on verra. Bref, on continue, on va parler du match d'ouverture, donc jeudi prochain entre le Mexique et l'Afrique du Sud, jeudi prochain 21h, là-bas il sera 15h. En tout cas, le stade est parfait, le stade est prêt, le stade où va se jouer ce match d'ouverture. Donc les Stadio Azteca, tu as 5 jours d'inaugurer le mondial, et voilà, tout est prêt, la pelouse, bon, les buts ne sont pas encore mis, ils seront mis à temps. Donc il y aura la cérémonie aussi d'ouverture de cette Coupe du Monde qui se fera dans ce stade qui est déjà à guichet fermé, toutes les places ont été vendues depuis de nombreux mois. Concernant la sélection du Paraguay qui va jouer la Coupe du Monde, et hier les joueurs vont quitter le Paraguay pour prendre leur direction, je ne sais pas si leur camp de base au Canada, Mexique, aux États-Unis, j'en sais rien, mais en tout cas
Les joueurs ont reçu beaucoup de soutien, beaucoup de force de la part des supporters. Regardez surtout le feu d'artifice incroyable qu'il y a eu. Donc les joueurs du Paraguay peuvent partir au mondial avec le soutien total de leurs supporters parce que il y avait un match qu'ils ont pu jouer hier. Regardez, quand même tous les feux d'artifice et tout. C'est fou. Et concernant leur match qu'ils ont pu jouer, à noter, on va parler de Julio Enciso, donc joueur de Strasbourg et joueur paraguayen. Donc il est en pleurs parce qu'il y a eu un match amical. Ils ont joué et il s'est blessé. La Coupe du Monde commence dans 5 jours. Donc il est en pleurs cette nuit, a dû céder sa place sur civière avec le Paraguay à quelques jours du mondial. Le sélectionneur a déjà annoncé un forfait au moins pour les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde. Voilà, déjà minimum c'est 2 matchs qu'il loupe. Voilà, après on verra s'il peut être là ou pas pour le 3e match. Mais voilà, quand un joueur sort sur civière à 5 jours du début d'une Coupe du Monde, c'est un gros coup dur, on lui envoie beaucoup de force. À Julio Enciso qui a joué en Ligue 1 cette saison, je vous dis, il était à Strasbourg. Toujours avec la Coupe du Monde, voici le top 10 des championnats envoyant le plus de joueurs à la Coupe du Monde. Donc le championnat anglais, 166 joueurs de Première Ligue joueront la Coupe du Monde. Du côté de la Bundesliga, il y a plus de 101 joueurs en Liga, 82, 81 en Ligue 1 ou 66 par exemple en Serie A. Saudi Pro League par exemple 46, Cristiano Ronaldo, même Félix. Voilà, sont avec le Portugal par exemple. En Super League turque, il y en aura 43 ou dans le championnat néerlandais, 34 joueurs par exemple iront jouer la Coupe du Monde. Et concernant les clubs, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, c'est City, mais regardez, si on peut voir même le top 17 des clubs où il y a le plus de joueurs représentés. Donc City 19 joueurs, le Bayern 18, Arsenal ou même le PSG 16 joueurs pour ces 2 équipes. Le Barça, donc il y en aura 14, dont 8 joueurs du FC Barcelone. Al Hilal, on aura 11, Al Nasser, on aura 11 également. L'AC Milan aura 10 joueurs. Le Real Madrid aura 10 joueurs, mais aucun espagnol. Ou le Slavia Prague aura 10 joueurs. Beaucoup de joueurs tchèques, bien sûr, sont représentés. Voilà, par rapport à cette équipe de Prague. Donc voilà, concernant les équipes où il y a le plus de joueurs qui participeront au mondial. Aujourd'hui, dans le journal L'équipe, en gros, ils ont noté de 0 à 5 les chances de chaque pays de remporter la Coupe du Monde. Donc 5 sur 5, c'est-à-dire en gros, c'est les favoris. Donc ils ont mis 3 sélections. L'Argentine, l'Espagne et l'équipe de France, 5 sur 5. Après, c'est favori, tout ça. Après, ça veut rien dire. On sait que la vérité, c'est sur le terrain, ça on le sait. Comme d'habitude, donc 4 étoiles sur 5. Donc l'Allemagne, Angleterre, Brésil, Portugal. Okay. Donc 3 étoiles sur 5. On peut voir des sélections comme l'Autriche. Un peu surprenant, mais bon, voilà, l'Autriche, quand même 3 étoiles. Le Maroc, la Norvège, le Sénégal, la Suisse, la Croatie. Voilà, des équipes qui peuvent atteindre des demi-finales. Regardez, la Croatie a déjà atteint la demi-finale il y a 4 ans. Ils ont atteint la finale 4 ans avant. Donc le Maroc a atteint le dernier carré. Donc voilà. Sinon 2 étoiles les gars, par exemple l'Algérie, la Belgique. Pourtant la Belgique lors des dernières Coupes du Monde avait quasiment 4 étoiles sur 5, voire 5 sur 5. Donc là ils ont quand même descendu cette génération belge. Mais eux ils s'en fichent. Maintenant ils sont peut-être plus de le statut favori, peut-être en chasseur, on va dire en outsider. Et je pense que ça leur convient beaucoup mieux. Ils peuvent être la surprise comme la Côte d'Ivoire qui a battu comme l'équipe de France il y a quelques jours. 2 étoiles sur 5, le Mexique, la Suède ou même l'Équateur. 1 étoile voilà, pour ces équipes-là. Et 0 étoile sur 5, c'est-à-dire les équipes qui n'ont aucune chance après. Voilà, on sait jamais, mais Curaçao, Irak et Panama. Voilà, donc voilà, c'est le journal L'équipe, les journalistes qui ont dévoilé ça par rapport aux probabilités de remporter le mondial. On va parler du côté d'une équipe qui a combien 4 étoiles sur 5, le Brésil, sélection très attendue et surtout le joueur que tout le monde veut voir jouer, Neymar. Donc quand Bruna Biancardi, donc la copine de Neymar, a demandé à Neymar s'il n'emporte pas trop peu d'affaires à la Coupe du Monde, parce qu'en gros Neymar a fait sa valise pour aller pour partir à la Coupe du Monde. De toute façon là la sélection brésilienne est déjà aux États-Unis dans leur camp de base, mais il y a quelques jours, donc il a préparé ses affaires. En gros il avait juste une petite valise. Elle a dit mais attends, t'amènes rien du tout. Il a dit de toute façon je ne vais pas sortir là-bas. Il va pas là-bas pour aller en boîte. Il a dit je suis concentré sur la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'il amène le strict minimum. Voilà Neymar, parce qu'il compte pas sortir. Lui vraiment il sera focus 100% sur le mondial. Neymar. Et est-ce qu'il jouera Neymar? On ne sait pas, parce qu'on n'oublie pas qu'il est toujours blessé actuellement. Donc la situation Ancelotti, il a été en conférence de presse et comme d'habitude, sur 20 questions, il y en a au moins 15 qui sont tournées sur Neymar. Donc la situation est assez claire, il travaille beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, il va passer une IRM. Et si tout se passe bien, il pourra s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine. Voilà. Donc pour le match, vous savez que le premier match du Brésil, samedi prochain, donc de la nuit de samedi à dimanche prochain, le Brésil face au Maroc, on pense qu'il ne sera pas là. Je pense qu'il n'y aura aucun risque qui va être pris avec Neymar. On pourra le voir un peu plus tard dans la compétition. C'est le Brésil. Bon, on pense qu'ils vont quand même atteindre les matchs élimination directe. Donc là, Neymar, on pourra peut-être le voir jouer. Mais pour l'instant, le match la semaine prochaine, on pense qu'il ne sera pas là. Toujours avec cette Coupe du Monde, bien sûr. Beaucoup d'infos. Les quasi 104 rencontres. Il y aura 104 matchs prévus, les gars. Au Mondial 2026, sont sous la menace d'un climat instable. Parce qu'on sait qu'il va faire très très chaud aux États-Unis. Donc risque d'orage, grêle, mais aussi tornade dans les zones centrales au Kansas, Atlanta et Dallas. Je sais que là, c'est un peu la période des
des ouragans, voilà, des tornades du côté des États-Unis qui font beaucoup de dégâts. Donc risque aussi de chaleur humide extrême sur les zones côtières à Miami et Houston, mais aussi à Monterrey où le risque est celui d'une chaleur extrême. Monterrey, c'est au Mexique où il fait très chaud. Voilà, donc il va falloir s'adapter. Souvenez-vous que la Coupe du Monde des clubs l'année dernière avait été jouée dans les mêmes dates que la Coupe du Monde des pays qui va être jouée. Et on se souvient des matchs où les joueurs ne pouvaient plus. En plus, il y avait des matchs qui étaient programmés à midi, tout ça, pour que ça soit en prime time le soir, bien sûr, en Europe. Donc on sait que les joueurs, il y avait des pauses fraîcheurs, ils étaient KO par rapport à la chaleur. Donc en gros, c'est la même période qui va faire aussi chaud que l'année dernière. Donc un réseau scientifique international dédié au changement climatique estime qu'un quart des rencontres se joueront à des niveaux de chaleur et d'humidité extrême. Donc à savoir un indice, en gros, WBGT, personne ne connaissait quoi, mais bon bref, supérieur à 28, qui équivaut à 38 degrés par temps sec ou 30 degrés par temps très humide. En gros, voilà, c'est très compliqué. Regardez, c'est la Coupe du Monde de tous les dangers pour la santé et le physique des joueurs. Ils seront confrontés à tous les stress environnementaux possibles. Donc chaleur, orage grêle, humidité, altitude, pollution et décalage horaire. Voilà, donc ça va être... Voilà, c'est comme ça, c'est là-bas, mais voilà, en tout cas, ça va être une Coupe du Monde qui va être très dure, physiquement, voilà, pour beaucoup de joueurs. Regardez, si on regarde toutes les dernières Coupes du Monde, en gros, c'est un barème par rapport à tous ces critères-là, la chaleur, voilà, l'humidité, tout ça, le stress environnementaux. Et la Coupe du Monde 2026, c'est celle qui a le maximum. C'est celle qui a le plus de danger. Par exemple, celle, je sais pas, au Qatar, qui était en hiver, donc il faisait beaucoup moins chaud. 2018, il y a en 98 en France, où regardez, mais là, si on regarde toute la ligne en haut, et celle qui va pratiquement dans le violet, où c'est le extrême, on va dire. Voilà, concernant ce mondial et concernant les Norvégiens, c'est comme dans le nord de l'Europe, c'est plutôt le froid, ils sont très rarement habitués à la chaleur, ils doivent s'habituer aux conditions climatiques américaines. Ils sont arrivés, bien sûr, en plus il y a une équipe qui affrontera l'équipe de France, donc ce sera dans quelques semaines. Mais en tout cas, regardez, ils se sont mis tous torse nu, c'était peut-être une volonté voilà, du coach en gros d'absorber du soleil pour s'habituer aux fortes chaleurs, parce que voilà, ils sont plutôt habitués au froid, quand même les joueurs norvégiens, on peut voir Haaland là. Voilà, concernant cette sélection, et tiens, vu qu'on parle de la Norvège, et regardez la photo de la Norvège pour la Coupe du Monde. Chaque nation a fait une photo officielle, donc ils ont fait une photo devant un lac en Norvège, en mode viking un peu, cette sélection norvégienne. Donc Haaland, il est en plein milieu là avec Odegaard juste à côté, un peu à gauche, donc voilà, concernant cette sélection. On va parler cette fois-ci de la sélection du Japon. Donc leur camp de base, il est au Mexique. Voilà, okay, rien de surprenant, mais en tout cas, ils ont dû changer de camp de base parce que ça n'allait pas. Les pelouses, les installations, c'était pas du tout bon. Il y a quelques photos qu'on a pu voir. Regardez, les pelouses, pas bonnes. Pas bonnes, c'est un peu n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a des trous. Donc les Rayados, donc une équipe, les Rayados de Monterrey, donc une équipe mexicaine, leur ont proposé gentiment leur centre d'entraînement après que les Japonais aient menacé de quitter le pays parce que, en gros, c'était dans un camp de base. Et du coup, ils ont dit, non, attends, on va pas préparer la Coupe du Monde sur les terrains comme ça. Donc, on veut quitter le Mexique. On va on va essayer de trouver un lieu aux États-Unis ou soit au Canada. Et du coup, les Rayados Monterrey, ils ont dit, tiens, vous allez venir vous entraîner dans notre camp de base. En gros, s'entraîne cette équipe du Rayados, parce que là, c'était pas au Rayados. Et du coup, voilà, ils leur proposent ça pour qu'ils évitent en gros de quitter le Mexique, tout simplement. Les Japonais qui sont très déçus par leur camp de base. Voilà, actuel. On continue, on va parler de la sélection allemande. Tiens, forfait. C'est le jeune Lennart Karl va rater le mondial. Il souffre d'une déchirure musculaire subie lors du dernier entraînement hier avec l'Allemagne. Il s'est blessé. Déchirure musculaire, c'est pas bon. Déchirure, en plus musculaire, ça prend au moins un mois. En plus déchirure, ça peut prendre encore un peu plus de temps. Donc la Coupe du Monde commence dans 5 jours. Donc voilà, forfait. Il va être remplacé. Je ne sais plus c'est qui va le remplacer. Je ne sais pas si ça a été annoncé, mais en tout cas, officiel, pas de Coupe du Monde pour le jeune joueur du Bayern. On lui envoie beaucoup de force parce que voilà, il était appelé quand même par le sélectionneur allemand qui est Nagelsmann. On va parler cette fois-ci de la sélection ivoirienne qui a battu l'équipe de France. Mais regardez quand même les 3 derniers matchs quand même de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont battu 2-1 à l'équipe de France. Ils avaient battu lors du dernier rassemblement, donc au mois de mars, ils avaient battu 1-0 l'Écosse et 4-0 la Corée du Sud. C'est quand même des belles nations quand même. Et voilà, ils ont mis tarif à tout le monde tout simplement. Les Ivoiriens qui seront dans un gros groupe avec l'Allemagne et l'Équateur et Curaçao qui sera le petit pousset. Mais voilà, concernant cette sélection qu'on peut attendre qu'il fasse une très belle Coupe du Monde. On va parler d'un joueur qui est très attendu à la Coupe du Monde, Lionel Messi bien sûr, vu que ce sera sa dernière Coupe du Monde. Et officiel, Adidas présente des crampons en hommage à la dernière Coupe du Monde de Léo Messi. Voilà en gros les crampons que portera Lionel Messi lors de ce tout dernier mondial pour lui, avec pour objectif pour lui et sa sélection de conserver leur titre qu'ils ont obtenu il y a 4 ans. À noter Cristiano Ronaldo, donc là Messi on sait qu'il est avec Adidas, donc Ronaldo recevra aussi une paire de crampons spéciale voilà, par rapport à sa dernière Coupe du Monde qui jouera avec le Portugal, enfin
peut-être sa dernière, parce que n'oubliez pas que la prochaine, dans 4 ans, aura lieu au Portugal aussi. Portugal, Maroc et Espagne. On se dit, Ronaldo, est-ce qu'il ira peut-être? On ne sait jamais, avec CR7, on sait qu'il est capable, hein, et essayer de jouer une Coupe du Monde à domicile. Hein. Après, il aurait 45 ans, on verra, mais je pense pas qu'il ira. Mais en tout cas, voilà, Messi et Ronaldo recevront une paire de crampons spéciale pour leur dernière. On va parler un peu maintenant de l'équipe de France, hein, qu'on n'a pas parlé là depuis un quart d'heure. On a parlé beaucoup de nations, mais on va parler un peu de la France. Hein. Et les propos d'après-match de Ryan Cherki face à la Côte d'Ivoire. Hein. Il a dit en gros, hein, que la France, hein, ira aux États-Unis pour écraser tout le monde. Ça, quand même, c'est des propos forts. Voilà, il va l'avoir écrasé tout le monde, c'est un peu de manquer de respect un petit peu à tout le monde. Hein. Donc la sortie a été dans un premier temps mal compris en interne, hein, surtout par le staff avec chez le sélectionneur, une volonté de faire comprendre aux joueurs les potentielles interprétations de ce type de sortie médiatique. C'est vrai que voilà, tu peux pas dire ça hein, là-bas pour écraser tout le monde. Hein, c'est être un peu hautain, voilà, se la péter un petit peu, enfin dire ça. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu recadré, tout simplement, Ryan Cherki. Ils lui ont dit voilà, faut pas dire des choses comme ça. Voilà, en interview. Hein. Bon. Après tout ça, voilà, ils en ont parlé, tout ça, et maintenant il est derrière, mais voilà, il devra peut-être employer d'autres mots, tout simplement, quand il parlera, bien sûr, à Ryan Cherki. Hein. Et toujours, tiens, avec le joueur Cherki qui a marqué des points alors du match contre la Côte d'Ivoire, parce qu'il a réalisé plutôt une belle partie. Hein. Et Jérôme Roten, hier, dans son émission Roten sans flamme, hein, ne change pas de position sur le cas Ryan Cherki chez les Bleus. Donc il a dit, quand tu es en concurrence avec Bradley Barcola, Désiré Doué, Mikel Olysée, Ousmane Dembélé en attaque, hein, donc compliqué pour Cherki de demander à être titulaire. C'est trop récent, Cherki à ce niveau-là. Un Cherki qui a un niveau exceptionnel, on sait. Mais voilà, en gros, il dit Roten, il y a encore trop de joueurs devant lui dans la hiérarchie des joueurs titulaires hein, pour un match de Coupe du Monde. On pensait Mbappé, lui, il a sûr sa place assurée, comme Olysée, on pensait sûr assuré. Et après, sur les 14, parce qu'il y en a 4 offensifs, hein, on pense à la ligne de 3. Et après l'attaquant, vu que Deschamps va certainement jouer en 4-2-3, comme il a toujours joué. Donc on se dit, voilà, il y a 2 places, Dembélé qui est quand même ballon d'or. Et puis après, il ne reste plus qu'une place. Donc ça va se jouer entre beaucoup de joueurs, hein, Doué, Barcola, Thuram et bien sûr Cherki. Donc voilà. Pour Roten, il pense plutôt que ça sera un super sub, Ryan Cherki. Hein. Et Djorkaeff, en tout cas, lui, il est complètement sous le charme de Cherki. Hein. Il a dit Cherki, ça fait un moment que je le suis. Il n'est pas très loin de chez moi, de la banlieue lyonnaise. Hein. On est pratiquement voisins. Il a pris une autre dimension. Ce qui lui manquait aussi, c'était la performance en équipe de France. Hein. Donc il a démontré, donc jeudi, hein, face à la Côte d'Ivoire, qu'il avait l'étoffe pour débuter et prendre ses responsabilités. C'est un atout supplémentaire. Hein. Est-ce qu'il va débuter donc lors des matchs de Coupe du Monde, mais pas que la France jouera après-demain, donc lundi contre l'Irlande du Nord, ce sera le dernier match amical. Puis après le prochain match, dans 10 jours, on est le 6 et le 16, hein, voilà, contre le Sénégal. Et on verra s'il sera titulaire. Mais en gros, il a dit, est-ce qu'il va débuter titulaire des matchs de Coupe du Monde, hein. Tactiquement, on verra, mais en tout cas, il a prouvé qu'il avait le niveau et qu'il voulait aussi s'imposer en équipe de France. On verra. Ce sera Deschamps, les gars, qui tranchera, qui mettra titulaire. Je dis, il y en a déjà qu'on leur place quasiment sûr. Et d'autres, hein, où c'est un peu plus indécis. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire sur les infos Coupe du Monde. Hein, on a parlé de toutes les sélections, enfin des infos que j'ai sur les sélections. Voilà. Donc maintenant, on continue. On va parler un peu des clubs, bien sûr. On va parler du Paris Saint-Germain. Tiens, il y a une semaine, jour pour jour, qu'est-ce qu'il y avait du côté de Paris? Et ben, il y avait la finale de Ligue des Champions remportée au tir au but face à Arsenal. Hein. Déjà, plus 7 jours, on va dire, hein, après ce deuxième sacre. Hein. Et le PSG fait l'unanimité au-delà de Paris. Donc une étude menée auprès de 1511 Français montre la popularité grandissante du club parisien avec ce statut maintenant de champion d'Europe, hein, pour la 2e fois d'affilée. Donc voilà, Paris en plus maintenant qui est plus trop dans le bling bling. Hein. On sait qu'avant il y avait des Neymar, Messi, tout ça. Donc voilà, le PSG beaucoup pointé du doigt par rapport à l'argent. On sait que bon, il y a toujours beaucoup d'argent qui tourne autour de Paris, mais maintenant voilà, il y a le collectif, tout ça. Ça a changé en gros l'image des gens par rapport au PSG et par rapport aussi aux Français qui voient le PSG d'un autre œil en gros. Hein. Donc 67% des sondages affirment que le PSG rend fier les Français, pas seulement les Parisiens. Voilà. Donc 73% estiment que le PSG fait rayonner la France à l'international. Donc ça c'est totalement vrai. Hein. Et 84% des suiveurs de football, hein, soutiennent le PSG lorsqu'ils affrontent un club en étranger en Coupe d'Europe. Hein. Alors que ce soit des supporters rennais, des supporters, je ne sais pas, de Lille, des supporters, peu importe, de Strasbourg, ils sont pour le PSG. Quand le PSG affronte une autre équipe, par exemple l'Arsenal, une équipe d'un championnat étranger, ils supportent le PSG. Avant, il y avait beaucoup moins de personnes. Hein. Avant, les gens préféraient peut-être l'Arsenal qui gagne que le PSG. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il y en a toujours, bien sûr, hein, qui sont contre le PSG, mais en tout cas... Paris change un peu d'image, hein, par rapport à ce que pensent les Français. Hein. Et 65% des Français considèrent aussi le PSG comme une équipe historique. Oui, certainement. Hein. Donc une étude menée, comme j'ai dit, après 1500 Français. Hein. Donc le PSG actuel domine avec 43% devant l'OM, hein, des années 90 par rapport à l'équipe la plus historique de l'histoire de la France. Hein. Voilà, Marseille des années 90, 14%, Saint-Etienne des années 70, 13%, et le PSG actuellement
cette version-là, 43% avec ces 2 Ligues des Champions remportées. Donc 82% des suiveurs de football pensent qu'on parlera encore de cette équipe parisienne dans 20 ans. Certainement. Voilà, parce que vu ce qu'ils font actuellement, et puis c'est pas fini, vu la génération de joueurs tout jeunes, là, des Neves de 21 ans, des Erebri 20 ans, tout ça, on se dit que si Paris garde cette structure, ils peuvent encore en remporter bien sûr des grandes compétitions, dont la Ligue des Champions. Voilà, parce que l'objectif la saison prochaine sera bien sûr de remporter la 3e d'affilée. Toujours avec Paris, les gars, on va parler de Achraf Hakimi, donc flashé à 37 km à l'heure. Donc Hakimi est le joueur le plus rapide cette saison en Ligue des Champions. Voilà, si on regarde tous les joueurs qui ont joué en Ligue des Champions cette saison, et c'est Hakimi qui a été le plus rapide, enfin flashé le plus rapide. Et le deuxième, les gars, c'est un autre Parisien, c'est Bradley Barcola, 36,7 km à l'heure. Voilà, donc 2 Parisiens qui vont extrêmement vite. Toujours à Paris, on va parler de Safonov, le gardien russe. Donc il a pleinement convaincu et restera titulaire au PSG la saison prochaine, par rapport à cette saison qui a été très bonne. Bon, la finale, c'est que la semaine dernière, il n'a pas eu grand chose à faire. Le but de 6 minutes de jeu de Kai Havertz, il n'arrête pas. Voilà, ok, il prend un tir et un but. Sinon, après, il n'a pas eu d'autres arrêts à faire. Enfin, il y a eu quelques sorties à faire, mais des frappes à arrêter, aucune. Il n'y a pas eu d'autres tirs cadrés d'Arsenal sur 120 minutes de jeu. Donc, après les tirs au but, il n'a pas fait un arrêt. Bon, c'est vrai que la finale n'a pas été monstrueuse, mais bon, à la fin du compte, la Ligue des Champions est remportée. Donc, voilà. N'oubliez pas que les 2 loupés ont été des tirs hors cadre, des pénaltys d'Arsenal. Bon, bref, la situation de Lucas Chevalier, du coup, nécessiterait une réflexion dans les prochaines semaines, tout comme Renato Marin. Safonov devrait rester être toujours le numéro 1 saison prochaine et Chevalier, lui, devrait partir. Il sait que sa place de numéro 1, maintenant, c'est quasiment impossible à récupérer, à part si Safonov n'a à se blesser ou Safonov n'a à faire n'importe quoi. Et voilà, donc il ne veut pas attendre, bien sûr, Chevalier. Ça sent le départ. On continue, on va parler de Lamine Yamal au Barça. Et c'est officiel, Lamine Yamal est élu joueur de la saison en Liga. Voilà, quasiment 3 semaines après le dernier match de championnat en Espagne. Donc les distinctions ont été données. Donc voilà, Lamine Yamal élu meilleur joueur de la saison. Je crois qu'il succède à Rafinha qui a remporté le prix la saison dernière. Du côté du Real Madrid, on va parler de Florentino Pérez. On a beaucoup parlé hier, on avait dit Pérez a été prêt, il a dit en interview, et les élections c'est demain pour élire le nouveau président du Real, donc demain dimanche 7, voilà, ça joue entre Pérez et Enrique Riquelme, et Pérez il a dit si je suis président, on va investir la semaine prochaine 150 millions d'euros sur un joueur. Donc hier on parlait beaucoup des 2 Parisiens, on pensait peut-être à João Neves ou Vitinha, et on apprend en gros que c'est ni l'un ni l'autre, ce serait plutôt Mikel Olise. Voilà, Mikel Olise, joueur du Bayern. Donc il estime que l'équipe manque d'un ailier droit de classe mondiale. Bon, il y a Rodrigo, mais voilà. En gros, il préfère Olise à Rodrigo tout simplement, plus c'est blessé Rodrigo. Et Fabrizio Romano le confirme, c'est bien confirmé. Voilà, le Real prévoit d'envoyer début de semaine prochaine une offre de 150 millions d'euros Bayern Munich pour Mikel Olise. À noter qu'il deviendrait le transfert le plus cher de l'histoire de Real Madrid, si ça se fait bien sûr. Voilà, donc Olise, bien sûr, joueur exceptionnel, qui est un joueur qui va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, bien évidemment. Il nous a fait une saison incroyable. Et à noter, s'il signe au Real, compte 150 millions d'euros, donc Olise deviendra le 3e joueur le plus cher de l'histoire du football. D'ailleurs, Neymar 222, Mbappé 180. Et en gros, il serait ex-aequo avec Alexander Isak, qui a été acheté 150 millions d'euros l'été dernier. Qu'on n'a pratiquement pas vu de la saison, vu qu'il a été beaucoup blessé. Donc voilà, ce serait le joueur aussi le plus cher de l'histoire du Real. Donc l'ancien, c'est Eden Hazard, qui avait été acheté 121 millions d'euros en 2019. Voilà, donc on verra si ça se fera ou pas, mais bon, connaissant bien sûr le Bayern, pour eux, les gars, c'est un joueur indispensable. Olise qui a été élu meilleur joueur de Bundesliga, bien sûr, cette saison. Mais imaginez s'il venait à débarquer au Real, regardez le quatuor offensif, Vini, Mbappé, Bellingham et Olise. Donc un Bellingham en numéro 10, un Vini à gauche, un Mbappé dans l'axe et un Olise ailier droit avec un José Mourinho en tant que coach. Ça peut être vraiment une attaque exceptionnelle du côté du Real Madrid. Mais voilà, ce qu'on se doute un petit peu, c'est la réponse du Bayern. Et le Bayern considère Mikel Olise comme intouchable. Donc après, avec le mercato, on ne sait jamais, les gars, à l'époque des Neymar, au Barça, il est intouchable. Le PSG a réussi à le faire venir en 2017. Ou même Messi, les gars, on ne serait jamais dit dans sa carrière qu'il allait signer un jour au PSG. Il a signé un jour à Paris. Donc on se dit, oui, que même si pour l'instant, ça semble vraiment intouchable, voilà, il est intouchable au Bayern, on ne sait jamais. Quand le Bayern vraiment recevra l'offre peut-être de 150 millions d'euros que va faire le Real, qui pourrait même peut-être monter un peu plus, parce que Fabrizio Romano, il a dit que c'était un prix de départ. Donc en gros, c'est-à-dire que les enchères peuvent un peu monter. Et on verra si le Bayern vraiment refusera ou hésitera. Parce que ça reste comme une sacrée somme d'argent. Eux qui l'avaient acheté, je ne sais plus combien, Crystal Palace, il l'avait acheté, je ne me souviens même plus, mais peut-être 60, voilà, dans ces eaux-là. Je ne pense pas qu'il ait été acheté plus cher. Ils peuvent le revendre comme 100 millions plus cher.
Donc voilà, on va attendre de voir, mais en tout cas, c'est bien Michael Olise, le joueur que Pérez rêve pour son Real Madrid pour la saison prochaine. Toujours avec le Real, on va parler de Franco Mastantuono. Donc lui, il devrait quitter le Real avec Mourinho là qui arrive aux commandes. Mourinho, il a entendu Mastantuono, mais bon, il ne compte pas trop le conserver. En plus, Hendrik revient. Donc lui, il va partir en prêt. Ça serait normalement dans un club européen, parce qu'on avait parlé peut-être d'un retour pour lui à River Plate, son ancien club argentin. Donc non, il devrait bien partir en prêt, mais un club européen, peut-être à l'image d'Hendrik, qui était parti à Lyon pendant 6 mois. Et ben, lui pourrait faire la même chose là, mais sur une saison complète. D'autres infos aussi du côté du Real qui est très actif sur ce début de mercato. À noter que Dumfries et Konaté et Erwigo, les deux, on se dit, mais attends, pourquoi c'est pas officiel? Même Mourinho aussi, c'est quasiment fait. Il faut attendre les élections. Les élections, c'est demain. Donc si demain, en plus il y a de grandes chances que Pérez soit de nouveau président du Real, on se dit lundi, donc après-demain, tout sera officiel. Lundi, on pense qu'il y aurait pas mal d'officialisation au Real. Voilà. Après, il y a aussi d'autres pistes. Vardiol, les gars, veut rejoindre le Real Madrid cet été. Il est la prochaine grande cible du club en défense centrale, parce que oui, il y a déjà Konaté et Dumfries qui vont arriver, mais ils veulent un deuxième défenseur, un deuxième DC, et ils pensent à Vardiol. Et Vardiol en plus est intéressé pour rejoindre le Real. Notez qu'il lui reste 2 ans de contrat à City. Mourinho aussi, qui va devenir le coach du Real. On attend aussi qu'il veut faire venir Matheus Fernandes, qui est ce joueur, donc c'est un joueur portugais, et il joue à West Ham. À West Ham en plus, ils descendent en deuxième division, donc ils n'ont pas réussi à le conserver. Donc le Special One aime le profil du milieu de terrain de 21 ans qui appartient à West Ham et qui partira parce qu'il jouera pas en Championship la saison prochaine. Et concernant Rodri, donc Pérez ne veut pas signer Rodri au Real Madrid. On avait entendu des rumeurs concernant Rodri au Real, tout ça ces derniers temps, mais en gros non, il a d'autres cibles, il préfère largement signer à Matheus Fernandes, au milieu de terrain, que plutôt Rodri, que le Real Madrid n'est pas très chaud pour se l'offrir. Voilà ce qu'à dire du côté du Real. Tiens, on va parler un peu côté Tottenham, parce qu'une signature officielle, c'est Andy Robertson, qui quitte officiellement l'équipe de Liverpool. Voilà, c'est fait, il signe librement à Tottenham, il rejoint cette équipe des Spurs pour la saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec quelques déclarations de Kylian Mbappé. Il était dans une interview YouTube sur Sorare, pour les taper, vous mettez Sorare sur YouTube et l'interview d'Mbappé, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc déjà, le Barça a impacté l'histoire du football, mais le Real Madrid, c'est le club référent au niveau mondial. Pour beaucoup, à part les supporters du Barça, tout le monde reconnaît que c'est le plus grand club du monde par rapport au Real Madrid. Je suis fier de jouer pour ce club avec beaucoup d'envie de marquer l'histoire du Real Madrid. Voilà. Toujours avec Kylian Mbappé, donc la personne qui posait les questions, il a dit Messi ou Ronaldo. Lui, il a joué avec Messi et c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, il a dit. Et vous savez ce qu'il répond, donc sans condescendance. Donc à ceux qui parlent de talent inné pour l'un et de l'autre pour le travail, ça c'est un truc de mec qui joue pas au foot en gros, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Messi c'est le talent et Ronaldo c'est le travail. Voilà, en gros, il n'a pas dit non, mais bon, on pense que c'est plutôt Cristiano Ronaldo pour lui le meilleur, parce que c'était un grand fan de CR7, on se souvient dans sa chambre, quand il est au centre de formation de Monaco, il y a plein de posters de CR7 au mur. Mais il aussi qu'il a joué avec Messi, bien évidemment, au PSG, donc c'est peut-être pour ça qu'il a voulu annoncer aucun nom. Mbappé aussi révèle le moment où il a eu un déclic dans sa carrière. Il a dit c'était avec Monaco contre Manchester City en Ligue des Champions. Donc là-bas, ma première titularisation en Champions League. Donc c'était une introduction aux yeux de l'Europe. Il y a eu un avant et un après ce match. Voilà. Donc je suis devenu titulaire international. Ensuite, tout est parti très vite. Voilà, ce match était vraiment le déclic. Il a fait en plus un bon match. Ils allaient éliminer en plus City en Ligue des Champions. Puis après, il a été appelé en équipe de France. Puis après, donc là, c'est en 2017. L'année suivante, il gagnait la Coupe du Monde, tout ça. Donc voilà, ça a été très très vite pour Mbappé. Il évoque aussi ce qui lui manque pour finir le jeu. Finir le jeu en tant que footballeur. Il a dit la facilité serait de dire de gagner tous les titres, mais des gens ont fait plus. Il y a toujours quelque chose à faire dans le football. Si tu ne le fais pas, quelqu'un viendra prendre ta place. Voilà. Bon, il lui manque encore pas mal de choses. C'est qu'il a fini le jeu avec la Coupe du Monde, où il a déjà gagné. Il a déjà gagné une Coupe du Monde tous les 4 ans, tout ça. C'est que c'est un truc très compliqué. Là, ça, il l'a fait, mais la Ligue des Champions, il l'a toujours pas fait. Le Ballon d'Or, à l'époque, les gars, on pensait qu'il allait remporté, additionner les Ballons d'Or pour l'instant à je sais pas quel âge, 27 ou 28 ans, toujours 0 Ballon d'Or. Voilà, il sait qu'il a beaucoup de choses à faire encore pour finir le jeu, comme il le dit, Mbappé. Toujours avec lui, c'est un honneur de pouvoir porter le brassard de capitaine avec l'équipe de France. En tant que joueur, je pense Goloris, car c'est le seul capitaine que j'ai eu. Et en tant que gamin, je pense à Zidane, en tant que légende de l'équipe de France. Donc le plus doué que j'ai vu à Monaco, c'était Bernardo Silva, le joueur qui a le plus de talent. À Monaco, il a dit il avait cette qualité technique, cette intelligence de jeu qui lui permettait d'avoir toujours un temps d'avance, Bernardo Silva.
donc c'était un joueur extraordinaire avec beaucoup de talent. C'est un joueur qui pourra affronter la saison prochaine, vu que Silva est annoncé comme du côté du Barça. Le coéquipier à Monaco avec lequel j'ai le plus appris, c'est Falcao, Radamel, l'attaquant colombien. C'est quelqu'un qui m'a toujours bien intégré, fait de l'espace. C'était le capitaine, la star de l'équipe à Monaco à l'époque. C'était celui avec le plus de références dans notre équipe au niveau international. Luc avait joué en plus à Chelsea, il avait joué également à l'Atlético, il avait fait des grands clubs. Il était parti à Monaco et Mbappé a beaucoup appris de Falcao. Ton classique du rap français, un son, un album, il a dit, moi j'aime bien Nino. Donc l'album, tout le monde le sait, Destin, voilà, en gros c'est son album référence. Voilà. Il adore bien sûr ce rappeur. Le plus drôle avec qui tu as côtoyé, le joueur le plus drôle, en gros, il a dit Ousmane Dembélé, sans aucun doute. C'est lui qui fait le meilleur blague, Ousmane. Mbappé aussi révèle ses matchs clés en équipe de France sur le plan personnel, donc les 2 finales de Coupe du Monde. Et le premier match était important, c'était contre le Luxembourg, la première fois qu'il avait joué avec les Bleus. Le match contre l'Argentine était aussi bien, mais ça c'est pas mon préféré. Contre l'Argentine, il a marqué bien sûr 3 buts, mais voilà. Défaite au penalty. En 2018, mon préféré, c'était celui contre la Belgique en demi-finale, où là, il avait été exceptionnel en demi, avec Kylian. Le meilleur match de sa carrière, il a dit, donc c'était avec le PSG, un Barça-PSG. Il y avait eu 4-1, voilà, pour le Paris Saint-Germain, il a marqué un triplé. C'était au Camp Nou en plus ce match, donc injouable, il avait été tout simplement incroyable sur cette rencontre. Et Mbappé, tiens, pour finir avec lui, répond à la question si la finale de la Coupe du Monde 2022 était la meilleure de tous les temps. Il a dit, je pense qu'il n'y a pas eu mieux en termes de divertissement d'affiche. Bon, après, on a noté que le match, les 70 premières minutes, c'était un match à sens unique. Avec l'Argentine sur le terrain, l'équipe de France, on se demandait, il jouait un match amical ou il jouait une finale de Coupe du Monde. Puis, heureusement, Mbappé a réussi quand même à sauver l'image de cette équipe de France et sauver aussi cette finale. Donc ça se termine au tir au but, le truc le plus fatal pour n'importe qui, un paire de tirs au but. C'était soit la première de Léo Messi, soit le back-to-back pour l'équipe de France. Donc c'était historique, voilà, dans tous les cas. Et il a dit aussi, est-ce qu'il la regarde, est-ce qu'il a déjà revu en gros cette finale de Coupe du Monde perdue. Il a dit on a perdu, faut passer. S'il le regarde, ça peut réveiller des démons. Il n'a jamais revu en gros cette finale, pourtant il a inscrit un triplé, mais il n'a jamais regardé le replay en gros de cette rencontre contre l'Argentine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui avec Mbappé, mais aussi sur plein d'autres infos qu'on a pu dire tout au long de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, dimanche, je dis. Et voilà. Allez, moi je vous laisse une très bonne journée et à demain.